plaisir donc de donner la parole à Pascal Dalloz, directeur général adjoint de Dassault Systèmes, responsable de la stratégie du marketing et membre également du Conseil national du numérique. Merci. Bon, donc je suis censé être le pragmatique de l'affaire, c'est ça? L'industriel. Euh, Au fond, les industriels aujourd'hui que nous sommes, on ne s'interroge pas sur l'existence ou pas de l'économie contributive ou de l'économie de la contribution, parce qu'on la voit. Hein, on la voit, alors très simplement. D'abord, on a vu apparaître il y a une dizaine d'années un être, le contributeur, qui n'était ni un producteur ni un consommateur, et qui était finalement versatile puisqu'il jouait le rôle de l'un et de l'autre. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité que tout secteur industriel aujourd'hui est confronté. Alors évidemment, l'industrie dans laquelle je suis, elle est plus particulièrement touchée par ça, puisque c'est le phénomène de l'open source, mais c'est un phénomène généralisé. La deuxième chose que l'on voit, c'est qu'on voit qu'il ne s'agit plus d'exploiter ou de posséder, il s'agit de partager. Et ça, quand vous êtes un industriel, c'est pas facile à appréhender. C'est des notions, jusqu'à présent, finalement, on n'avait pas besoin de les manipuler. Donc, ça donne quoi? Ça donne à la fois le partage en interne, dans l'entreprise, c'est la collaboration, et puis ça donne le partage externe, les réseaux sociaux, la présence obligatoire des entreprises sur les réseaux sociaux. Le dernier sujet que l'on voit, enfin, que manifestation, je dirais, c'est la matière première n'est plus la même. C'est-à-dire que la matière première, elle a quelque chose de fabuleux, c'est que vous pouvez la dupliquer à l'infini. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent de l'industriel, puisque quand il exploitait de la matière première, une fois qu'elle était exploitée, au mieux, il savait peut-être la recycler, mais il ne savait pas la dupliquer à l'infini. Et c'est le savoir. Voilà, je dirais, les trois grandes choses auxquelles un industriel est confronté aujourd'hui et doit l'intégrer. Alors pourquoi c'est clé pour l'industriel, ces affaires-là? Il y a au moins deux raisons à cela. La première, c'est que c'est le cœur de l'innovation pour beaucoup d'entre nous. Et la deuxième, c'est que ça donne naissance, en tout cas on le voit poindre, à des nouveaux modèles industriels, des nouvelles façons de s'organiser pour pouvoir produire. Nouvelle façon de s'organiser, j'ai envie de dire, il y a un livre qui est sorti très récemment par le rédacteur en chef de Wire qui s'appelle Makers. Je vous encourage à lire. Pas tant qu'il a des thèses, on va dire, révolutionnaires, mais c'est parce qu'il fait une grande preuve de pédagogie. Mais qu'est-ce que dit ce livre? Il dit fondamentalement, l'individu, le particulier, devient producteur et concepteur. C'est ça qu'il dit. Alors ça a des impacts très forts, parce que le système industriel s'était conçu jusqu'à présent sur quoi? Sur le fait que soit il détenait les capitaux, parce que l'activité était capitalistique, soit il détenait la chaîne de valeur, le savoir, qui permettait de faire la continuité de ses activités. Ce qu'on dit là, c'est qu'il y a une reconfiguration qui est en train de se passer, parce qu'il y a un nouvel acteur, le contributeur, qui a fondamentalement au bout de ses doigts ces deux choses. Il l'a comment? Il l'a d'abord par les outils de conception digitale, de conception numérique, auxquels Dassault Systèmes d'ailleurs participe très largement à vulgariser, qui permet lui-même d'imaginer, de créer, d'utiliser évidemment tout ce qu'on a pu encapsuler. Et puis, il y a ces nouveaux procédés de fabrication. Alors, on parle beaucoup des imprimantes 3D, mais on va dire d'une manière générale de ces systèmes dits additifs qui permettent à la maison ou dans des petites unités, pas capitalistiques, de pouvoir produire des choses. Et là, on a très largement passé les étapes. Hein. Le MIT, ça fait 10 ans qu'ils ont conçu et produit une maison avec de l'impression 3D. Ça, c'est le premier élément, je dirais, de la recomposition du processus industriel. La deuxième, c'est ces fameuses communautés. Hein, jusqu'à présent, l'industrie, au mieux, s'était organisée par filière.
C'est quoi une filière si ce n'est, de façon simple, de définir des protocoles de fonctionnement entre différents acteurs qui permettent l'échange des savoirs. Si je simplifie, en tout cas c'est ça qu'on voit, et vous voyez aujourd'hui sur des grands objets qui nécessitent d'avoir des coopérations cross-filières, typiquement le véhicule électrique, prenons-le par exemple, c'est la croix à la bannière pour faire que l'industrie automobile, les filières énergétiques, la ville puissent finalement dialoguer en ayant une vision commune de l'affaire. Donc ce qu'on voit, c'est que sur ces communautés d'intérêt qu'on voit poindre sur le net, finalement, sans qu'il y ait eu de stimuli quelconque, les gens se réunissent et partagent deux choses, ils partagent désir et savoir. Désir parce que, in fine, ils essaient de se construire un monde, et savoir parce qu'ils se disent que ce monde, ils aimeraient bien qu'il arrive. Et ça, quand vous êtes un industriel, encore une fois, hein, vous ne pouvez pas passer à côté de ces deux grands phénomènes qui sont en train de recomposer les filières et les modèles industriels. Si je fais rapide, au fond, ça pose quoi comme problème pour nous, les industriels? Ça en pose au moins, je dirais, 3 ou 4. Le premier, c'est que la notion de propriété intellectuelle, il va falloir qu'on la revisite. Parce qu'aujourd'hui, dans ce modèle-là, et moi j'adhère totalement à ce que tu disais, Bernard, c'est le savoir est fondamentalement ce qui circule. Et la propriété intellectuelle, aujourd'hui, elle n'appréhende pas un bien qui à la fois peut être très circulant et à la fois on peut le transmettre sans s'en déposséder. Quelque chose que la propriété intellectuelle n'appréhende pas. Or, toute la création de la valeur autour des savoirs, elle est soit mobilisée par l'objet, soit par la propriété intellectuelle. Et comme on veut rendre fluide l'affaire, comme il n'y a pas de concept pour manipuler cette nouvelle propriété intellectuelle, on est bien embêté. Hein, nous, ça fait quand même plusieurs années qu'on a des communautés de gens qui créent, par exemple, des objets 3D sur le web. On lui a mis des licences créatives, donc qui permet à chacun de pouvoir exploiter ce que l'autre a fait en ayant les droits de dérivation. Mais en revanche, on n'a pas réussi à créer un flux de valeur avec cette affaire. Donc ça, c'est notre première, on va dire, interrogation. Notre deuxième interrogation, et je crois aussi que tu l'as abordée, c'est la relation au travail. Jusqu'à présent, quand vous étiez un industriel, vous aviez que deux choix. Soit vous recrutiez une personne, soit vous faisiez appel à de la sous-traitance. Là, on voit émerger encore une fois une autre forme, qui est un travail gratuit, ou un travail non rémunéré. Bon, on va dire que c'est plutôt bien pour l'industriel, quoique. Et deuxième chose que l'on voit apparaître, on voit apparaître des statuts d'employés entrepreneurs. Ça aussi, c'est nouveau. La façon la plus simple de l'illustrer, c'est regarder le succès des apps sur l'iPhone. Il est en partie dû parce que vous avez la possibilité de créer votre entreprise clé en main grâce à ces plateformes, et au fond, ce que vous allez mobiliser, c'est uniquement votre savoir. Donc là, la relation au travail, pour nous les industriels, elle commence à devenir assez compliquée dans ce système-là. Au fond, elle nous amène à dire qu'il faut qu'on ait aussi ces fameuses plateformes. Le troisième sujet, pour nous, qui est aussi impactant, c'est dans l'économie productive, il y a à la fois le bien marchand et puis il y a le bien, on va dire, régalien, qui est financé par la redistribution. Là, la redistribution, encore une fois, elle n'est pas évidente. Et donc, comment les infrastructures, comment l'éducation, comment tout ce qui est nécessaire à cette économie de la contribution, elle peut être soutenue. Ça, c'est des questions sur lesquelles, pour l'instant, on n'a pas les réponses. Et le dernier sujet, pour ouvrir le débat, ça permettra à la salle de s'exprimer, c'est l'avantage, je dirais, concurrentiel des nations. Et là, il y a un nouvel ordre qui est en train de s'établir. Jusqu'à présent, on va dire le rêve, les gens sont de plus en plus éduqués, et donc finalement ont de moins en moins de problèmes à quitter leur base natale. Ce n'est pas encore généralisé, mais on peut espérer que ça le deviendra. Et du coup, se pose la question de où sont les vallées du monde. On connaît la Silicon Valley, mais il y en a d'autres.
Et puis au fond, si vous regardez les États-Unis, hein, ils ont recréé leur territoire sur ces vallées, qui sont des communautés d'intérêt, ni plus ou moins, parce que la retombée de l'économie contributive, elle est juste majeure. Et quand ils n'ont pas les vallées, ils ont les plateformes, qui sont finalement les vallées virtuelles. Et quand vous contrôlez à la fois les vallées physiques et les vallées virtuelles, bah, au fond, vous avez dans ce modèle la captation de la valeur. Et dans ce grand, on va dire, schéma, moi, je ne sais pas où est la place de l'Europe aujourd'hui sur ces sujets-là. Voilà, je vous encourage à lancer le débat. Vous avez les problématiques de l'industriel. J'avoue que je n'apporte pas beaucoup de réponses, mais en tout cas, nous, on y est confrontés. Donc on doit faire avec. Je pense que par rapport à ta grande question qui était de dire on a des choix à faire, bon, on est en train de les faire, sans fondamentalement d'avoir de vision bien établie. Et là, j'insiste parce que la grande différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est qu'aux États-Unis, vous avez une vision de cette affaire. Merci Pascal. Donc nous avons un peu de temps pour les questions. Donc je pense que Claire ou Yvan vont passer avec un micro. Je vais prendre 2 ou 3 questions ensemble et je laisserai et puis nous essayerons d'y répondre du mieux que nous pouvons. Jean-Claude Devez, Pacte civique. Donc moi j'aimerais rebondir sur la fin, c'est-à-dire sur choix et vision. Donc quelle est la vision américaine et quelle devrait être notre vision? Autre question. Charles Huot, Thémis et Alliance Big Data. Ma question portait sur les données, en fait, puisque là, ça a été dit par Patrick en introduction, et vous l'avez rappelé dans le rôle des GAFA. Alors, je dis le rôle de la donnée. Patrick a parlé de l'importance de la donnée. Vous l'avez rappelé quand vous avez parlé des GAFA. Et la contribution, c'est aussi participer à amener plus de données, indépendamment des plateformes, des technologies, des outils de transformation. Est-ce que tant que la contribution amène les données, est-ce qu'il n'est pas envisageable, tout simple, que certains espaces de données publics, le open data ou autres, qui sont contrôlés depuis l'Europe, et non pas pour le coup depuis les plateformes américaines, viennent participer à une reconstruction autour de la donnée de cette économie. Bonjour, Marie Kellesabé, je suis dans la chaire réseaux sociaux, je fais une thèse sur les motivations au partage, donc je suis d'autant plus intéressée d'assister aujourd'hui à cette conférence. Donc j'avais une question justement sur... j'ai l'impression qu'il y a 2 choses qui s'opposent dans ce que vous dites. C'est entre le chaos et l'organisation au niveau des réseaux sociaux. Et justement, comment ce partage s'inscrit entre cet aspect de normes qui sont quand même très présentes et qui finalement conditionnent beaucoup de choses au niveau du partage sur les réseaux sociaux, et cet aspect de chaos, au fait, justement, existant, et vous essayez de remettre au centre de ce modèle la connaissance, j'essaie d'interpréter un petit peu peut-être schématiquement, et justement de mettre en place une agora numérique, si j'ai bien compris. Vous voulez un petit peu mettre ça en place et vous voulez que ça parte des chercheurs, que les chercheurs soient initiateurs de cette un petit peu, on peut dire une révolution, enfin je ne sais pas comment dire ça, mais et de ce changement de modèle, quoi. Comment est-ce que vous situez justement cette agora numérique? Est-ce que ce ne serait pas justement une nouvelle volonté de réglementer quelque part et d'être un petit peu, je dirais pas dictatorial au sens platonicien, mais ou au contraire c'est l'inverse total, c'est une volonté de permettre l'expression et une expression de ceux qui ne parlent pas ou de ceux qui ne parlent pas suffisamment, et donc de permettre cette émergence. Voilà, c'est un peu ma question. Mais...
Oui, bonsoir. Donc Karine Dartic-Pérou. Donc je fais partie de l'équipe Métamorphose numérique. Voilà. Alors moi, ma question, elle est dans le cas de la pollinisation noétique. En fait, quelles seraient en fait les motivations profondes? Parce que en fait, bon, pour tous les gens qui sont très actifs dans les mouvements sociaux, activistes, etc., on voit cet essoufflement hein, dont vous avez très bien parlé, ce grand questionnement. Et donc moi, ma question, elle est vraiment sur les motivations profondes, voilà, l'inspiration. Où trouver l'inspiration? 5e question. Donc moi, en fait, j'avais juste une question. Je me demandais si le capitalisme n'avait-il pas déjà dévoré l'économie de la contribution, un peu comme dans les années 80, on avait développé toute la notion du commerce équitable qui aujourd'hui a un peu été avalé par le capitalisme parce qu'il est maintenant dans les supermarchés. Et finalement, est-ce qu'on n'a pas déjà assisté un peu à ça aujourd'hui avec la contribution Google et compagnie? Damien Renard de la chaire Réseaux sociaux, excusez-moi. Il y a déjà beaucoup de questions, donc je propose peut-être d'abord nos intervenants de poser quelques éléments de réponse et j'essaierai de répondre aussi dans la mesure de mes compétences. Merci d'abord pour toutes ces questions qui sont toutes essentielles et passionnantes. Je vais essayer d'être rapide quand même. Bon, sur ce qui concerne la vision européenne et américaine, ce que devrait être une vision européenne et ce qu'est la vision américaine. Alors moi, je suis convaincu, comme Pascal, que l'Amérique, il y a une vision en Amérique et qu'elle ne date pas d'hier. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler d'ailleurs ici dans cette maison il y a bien longtemps. C'est pas la première fois que je viens à l'ENST, on appelait comme ça. Et j'en ai reparlé avec Dominique Lacroix l'autre fois dans cet article, dans cet entretien dont je parlais tout à l'heure. Vous savez bien que le web a été conçu en Europe par le CERN, par un Belge, un Anglais et un Français. Enfin, plusieurs, mais c'est l'Amérique qui s'en est emparée. Et nous avons un très très grand problème en Europe, c'est que nous avons un secteur scientifique et technologique très très dynamique. On a eu parmi les meilleurs, par exemple, télécommunicants du monde, hein, de très très loin même, c'est très connu, personne ne conteste ça. On a de très bons physiciens, on a d'excellents mathématiciens, mais on n'a personne qui sait en tirer parti. Et donc on produit une valeur, alors une pollinisation là pour le coup, hein, parce qu'en plus c'est financé par la puissance publique européenne, hein, on pollinise les entreprises, les fleurs autrement dit, américaines, pas seulement américaines, mais beaucoup américaines. Et lorsque Al Gore il a commencé à développer une vision en 1989. Je le sais parce que quelqu'un que Pierre Musso a bien connu, qui était un économiste de l'INA, j'arrive plus à retrouver son nom, qui est ensuite allé à France Télécom, Levasseur, Lionel Levasseur. Un jour, je suis allé le voir et je lui ai posé une question parce que j'étais chargé par l'université de Compiègne où je venais d'arriver, ça faisait 1 an que j'y étais, de monter un séminaire sur l'innovation industrielle. J'ai travaillé sur l'innovation dans l'électronique grand public et l'évolution de l'audiovisuel. J'ai travaillé avec Thomson, avec tous les grands acteurs, avec JVC, à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris. Et puis il n'y avait pas d'Américains. Et j'étais très très étonné de ne pas voir d'Américains sur un enjeu qui était absolument fondamental pour l'avenir des États-Unis, bien entendu. Et Levasseur m'a dit, mais c'est parce qu'ils ont une autre stratégie industrielle. Leur stratégie, c'est les puces. L'Amérique a une politique régalienne, fédérale, appuyée sur l'armée américaine depuis très longtemps. Et d'ailleurs, moi, j'ai hébergé il n'y a pas longtemps 2 postdoctorants, un chinois et un américain, à l'IRI, pour travailler sur une alternative aux réseaux sociaux américains, et c'est financé par l'US Navy. Je vous signale que je ne touche pas un centime de l'État français dans mon institut de recherche et innovation. Par contre, l'État américain me donne parfois des sous. Alors, il y a une vision en Amérique. Ça n'est pas tout à fait la mienne, mais c'est une vision, et comme toutes les vraies visions, elle est magnifique. Même si on ne la partage pas, elle est impressionnante, et elle est captivante. Et c'est pas pour rien qu'elle a conquis le monde, parce c'est une véritable vision, c'est-à-dire elle est attractive, voilà. Après, elle est à mon avis dangereuse. Et en plus, je crois qu'elle est en train de s'essouffler, personnellement. Et je crois que l'Europe a parfaitement les moyens de construire une nouvelle vision. Personnellement, c'est pour ça que j'ai voulu terminer. Alors, j'étais
très rapide sur l'histoire du web, etc., je crois que l'Europe devrait se ressaisir du sujet du web. Et qu'elle a une parfaite légitimité en plus parce qu'elle en est à l'origine. Mais ça, ça serait un sujet dont je voudrais qu'au Conseil national du numérique, un jour, on discute. Ça fait à chaque fois que j'ai l'occasion, je le demande d'ailleurs. Et il faudrait quand même que la puissance publique française et européenne commence à jouer un petit peu son rôle dans cette affaire. Et l'armée française d'ailleurs aussi. Sur les open data et la reconstruction de la donnée, oui, je crois absolument qu'il faudrait avoir une politique. Alors je fais partie des Talab d'ailleurs, mais j'ai malheureusement pas pu, parce que j'étais très souvent en voyage ces temps-ci, donc j'ai pas pu participer aux réunions des Talab qui ont eu lieu là. Les Talab étant donc la cellule rattachée au Premier ministre sur les open data. Et personnellement, je pense que ça existe les open data, ça n'existe pas depuis le numérique. Thales crée, j'aime bien dire que Thales est celui qui a créé la première communauté peer-to-peer, ce n'est pas le site Casa, hein. C'est le 7e siècle avant Jésus-Christ, il a aussi produit comme communauté peer-to-peer le premier système d'open data, parce que c'est ouvert. Le savoir, ce qu'on appelait tout à l'heure, ce que Pascal appelait savoir, c'est de l'open data. Ça ne peut pas marcher autrement. Donc, il faut aujourd'hui, il ne faut pas se demander comment, à partir des données publiques, on va construire progressivement des open data. Non, il faut se dire, il y a des open data depuis très longtemps, mais le numérique redistribue les cartes d'une politique des open data. C'est comme ça qu'il faut poser le problème. Et là, aujourd'hui, on ne pose pas le problème dans ces termes, parce qu'on raisonne trop sur les business models. Et quand je dis ça, je ne suis pas du tout contre. Il faut absolument des business models. Mais ce ne sont pas les business models qui produisent la valeur. Les business models extraient la valeur. Ce n'est pas du tout la même chose. Et la redistribuent, plus ou moins, à des actionnaires, à des entrepreneurs, à tout ce qu'on a, des salariés, et éventuellement par l'impôt, à des citoyens, etc. Donc on est complètement dans. On met la charrue avant les bœufs. Donc on raisonne absolument à l'envers. Après, c'est lié à cette question d'ailleurs, sur la question du chaos et de l'organisation. Bon. Personnellement, je crois qu'une des grandes difficultés, Arsène Frisch va organiser bientôt à Paris une rencontre des grands mouvements d'activistes du monde entier. Les gens de Occupy Wall Street, les gens de Amsterdam dont je parlais tout à l'heure, enfin, toutes sortes de gens. On va essayer de les faire se rencontrer à Paris et de discuter sur l'économie politique. Quelle est leur économie politique? Aujourd'hui, ils n'en ont pas, hein, faut être clair. Ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de discours là-dessus. Et je pense qu'ici, ils n'en ont pas, c'est pour une raison idéologique, qui s'appelle les libertariens. C'est une idéologie bottom-up, qui consiste à poser que tout vient de la base, de l'initiative bottom-up, et qu'il faut se débarrasser du top-down. Et ça, c'est une illusion absolue. Ça n'existe pas, un système où il n'y a pas de top-down. Un système, c'est ce qui articule du bottom-up et du top-down. Il y a 36 000 manières d'articuler les deux. Il y a des manières dictatoriales, il y a des manières ultra-libertaires, tout ce que vous voulez, mais il y a toujours du top-down. Par exemple, Facebook, c'est un système top-down, bien entendu, qui sait canaliser du bottom-up intelligemment et de manière cachée. Ce que je soutiens, moi, c'est que cette manière d'organiser le top-down peut être démocratisée, peut être sur le modèle de Thalès, par exemple, de la géométrie, et que ça, c'est ça que j'appelle une économie contributive. C'est une économie qui est basée là-dessus. Alors, les chercheurs, vous me demandiez, mais qui sont les chercheurs dans ce que vous dites? Et vous avez bien raison de poser la question. Ce sont des chercheurs qui participent à ce que j'appelle la recherche contributive. Pour moi, la recherche contributive, ça peut passer par l'Institut de Mines Télécom, ou par l'IRI, mais ça passe aussi par les nouveaux chercheurs. Et les nouveaux chercheurs sont, à notre époque, l'équivalent de ce qu'ils étaient pour Emmanuel Kant en 1798. Emmanuel Kant, à la 4e page du conflit des facultés, lorsqu'il dit qu'il faut repenser complètement le modèle de l'université, on n'est plus du tout à l'époque de Bologne ou de la naissance de la Sorbonne ou de Oxford. La République des lettres est passée par là, la philosophie des Lumières est passée par là, la Révolution française est passée par là, en 1798, elle est bien passée même, c'est Napoléon là qui est en place. Il dit qu'il faut faire entrer dans les communautés académiques ce qu'il appelle les sociétés savantes, c'est-à-dire l'équivalent de Wikipédia. Je veux dire par là, il ne vous a pas échappé que Diderot n'était pas du tout un académique. Diderot, c'était un marchand de tableaux, c'était un roturier. Il n'avait aucune légitimité. Sauf que cette légitimité a été constituée par l'imprimerie au XVIe siècle, enfin petit à petit, elle s'est constituée petit à petit, au nom de ce qu'on a appelé la République des lettres. Et au XVIIIe siècle, les aufklärers
certains font partie du sérail, c'est-à-dire que ce sont des nobles ou des membres du clergé ou je ne sais pas quoi, mais il y en a beaucoup qui sont des roturiers, qui sont des fils de boniche. Et ils produisent quelque chose de nouveau, qui est une nouvelle capillarité sociale, une nouvelle contribution qui a été provoquée par la circulation des gazettes, des livres. Eh bien, nous vivons quelque chose de semblable à l'échelle planétaire, avec des capacités de traitement de centaines de milliards de données à la seconde, donc évidemment dans des conditions très très différentes, mais en même temps c'est un peu le même type de problème. Et ce que je soutiens, c'est que dans ce contexte-là, il faut être capable de faire une traçabilité des systèmes top-down par le bottom-up, fondée sur ce que nous appelons à l'IRI une catégorisation contributive. Voilà. Et ça n'est pas du tout contre les big data, bien au contraire, mais c'est en articulant les big data, au sens où je disais tout à l'heure, ça c'est de l'analytique et de l'entendement automatisé, avec de la raison, c'est-à-dire de l'interprétation, de la délibération, comme dirait Habermas. Moi, je ne suis pas un grand fan de Habermas, mais cette question de la délibération est fondamentale. Alors après, sur la pollinisation noétique, c'est Karine qui posait la question, la motivation. Pourquoi est-ce que je vais aller polliniser noétiquement des réseaux, etc. Eh bien pour la reconnaissance. Et là aussi, c'est une question que pose l'école de Francfort d'aujourd'hui. Axel Honneth, c'est ça dont il parle. C'est la question de la reconnaissance. Ce dont les gens souffrent le plus, c'est de ne pas avoir de reconnaissance. C'est quelque chose qui a été donc étudié par Axel Honneth chez les néo-nazis en Allemagne, mais c'est aussi un problème qu'on a en ce moment en France. Beaucoup de gens ne se sont pas du tout reconnus, ils sont prêts à voter absolument n'importe quoi pour manifester leur souffrance, tout simplement, de ne pas être reconnus. Et il y a de moins en moins de gens qui se sentent pas reconnus. Même nous, les chercheurs, nous nous sentons de moins en moins reconnus. On nous dit, occupez-vous de réserver les places de parking. Et puis si vous avez 2 minutes, tant que vous y êtes, essayez de lire un petit peu quelque chose. C'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui détruit tous les savoirs, tous les modes d'existence. Et ça doit se reconstruire. Et c'est tout à fait reconstructible dans le champ d'une technologie de la pollinisation éthique. Et alors là, c'est la seule motivation qui compte en réalité. Les seuls trucs qui comptent dans la vie, Socrate le savait déjà, Hegel en a fait toute une théorie, c'est la reconnaissance de l'autre. Voilà, c'est tout. Le reste, on s'en fout complètement. Vous pouvez toucher, je sais pas, 21 millions d'euros, ce n'est pas reconnu par la nation, ça vous fait une belle jambe. Qu'est-ce que vous allez en faire? Alors, capitalisme et contribution, c'était la dernière question. J'essaye, moi, de ne pas poser cette question-là. C'est pas que je ne me la pose pas. Mais en termes, je suis un peu bête, c'est-à-dire cartésien, et je dis qu'il y a un ordre des questions. Donc, à chaque fois que j'aborde un problème, j'essaye de décider dans quel ordre je dois l'aborder. Aujourd'hui, la question n'est pas tellement de savoir si, avec l'économie de la contribution, on peut ou pas sortir du capitalisme. La question est de savoir si, avec les technologies de contribution, on peut sortir du capitalisme consumériste pour entrer peut-être dans une autre forme de capitalisme ou dans un socialisme, appelez ça comme vous voulez. À la limite, ça est presque égal. Parce que, j'en ai parlé dans un de mes livres, dans mon dernier livre, si vous regardez ce qui, entre 1905 et 1925, ou 23, constitue le discours de, enfin je dis des bêtises, c'est entre 1911 et 1923, constitue le discours de Lénine sur le Fordisme, et que vous voyez que Lénine dénonce en 1911 ou 1912 l'horreur, il appelle ça le diable capitaliste de l'organisation scientifique du travail taylorienne, etc. Il dit ça c'est vraiment l'horreur absolue. Là on voit vraiment que le travail est une torture, etc. Puis que finalement en 1923 il l'intègre. Et que le stakhanovisme, c'est une espèce de transformation de tout ça dans la lutte entre le modèle fordiste et le modèle soviétique. Mais en fait, le modèle soviétique intègre l'organisation du travail, etc. Pour moi, la question est d'abord là. Je ne veux pas dire que la question de capitalisme ou capitalisme est secondaire. Hein, pour moi, c'est une question fondamentale. Mais je pense que dans l'ordre, c'est pas ça la bonne question. La bonne question, c'est moi, je dirais plutôt, la question que vous me posiez, je la reformulerai dans ce sens-là, est-ce que le consumérisme n'a pas déjà réabsorbé la contribution, et en la pervertissant à jamais, et est-il possible de développer une contribution qui ne serait pas toujours déjà reprise par le consumérisme? La réponse à cette deuxième question est oui, c'est possible. C'est une question de volonté et de vision pas seulement politique, mais industrielle, technologique. Voilà, et ça veut dire qu'il faut se retrousser les manches. Il ne faut pas seulement s'entourer de conseillers de l'ENA. Peut-être Pascal. J'essaie d'emboîter le pas.
Euh, sur la vision, au fond, quand on regarde le web aujourd'hui, moi je suis toujours un peu déçu de se dire tout ça pour faire quoi? Pour vendre des produits et faire de la publicité. Parce qu'au fond, c'est ça les ressorts de l'affaire aujourd'hui. On peut quand même avoir une vision un peu plus ambitieuse. Je pense que la vision de la création des savoirs, de la fusion des savoirs, moi j'ai envie d'y croire. Et je pense que on a peut-être notre chance sur cette affaire parce que la vision américaine consumérisme, de toute façon, pousse toujours, même à une bonne idée, à faire qu'à la fin, ça se traduise par quelque chose de consumérisme. Si nous, on peut y mettre, et prenons un exemple pour illustrer mon propos, je me dis que le web pourrait par exemple, permettre de construire les modèles digitaux de la connaissance. Ça peut être ça, peut-être la matière qu'on échange et la finalité. Hein, repenser mon affaire de l'imprimante 3D, au fond, bah, ma foi, vous avez les réseaux qui travaillent, qui construisent par petites touches, par rapport successif de chacun sa pierre, et vous avez le modèle, et vous avez cherché ce modèle-là, et vous l'imprimez, et vous avez l'objet chez vous. Ça peut être ça, une vision. Je ne dis pas que c'est absolument celle-là, mais en tout cas, je sais qu'il faut sortir de ce web marchand et de ce web publicitaire. Parce qu'il ne transcende pas, et je vais faire le lien avec la motivation. In fine, la motivation dans les communautés, il y a effectivement la reconnaissance, et j'adhère totalement, mais je crois aussi qu'il y a cette volonté de créer quelque chose. Donc, avec Pierre Musso, on se rejoint beaucoup sur ces sujets-là, c'est les imaginaires. Au fond, aujourd'hui, quand vous regardez où les imaginaires, où le symbolique se crée, bah, il se crée de moins en moins par les médias, il se crée de moins en moins par les institutions, il se crée de plus en plus par les entreprises, Apple en est un bel exemple, mais pareil, on peut imaginer que ces communautés, elles créent de l'imaginaire, elles créent des envies, elles créent des désirs, et au fond, ce sera peut-être ça la vraie motivation de demain, à être contributeur et à dépasser ta fameuse statistique, c'est pour 90 qui regardent, il n'y en a peut-être que 10 qui participent réellement. Sur le chaos, alors moi j'ai une vision bien particulière de l'affaire, qui est la suivante, c'est le système d'organisation de demain, en tout cas industriel, c'est la servo-facture, ce n'est pas la manufacture. La manufacture, on l'a fait, c'était là. Ça a donné d'ailleurs beaucoup de choses sur l'adaptation de l'outillage par rapport à l'homme. Il est grand temps aujourd'hui de mobiliser la fonction cognitive de l'homme dans le système de production. Et le système de production de demain, c'est le système d'information. Enfin, je veux dire, n'ayez pas de doute par rapport à ça, parce que c'est là aujourd'hui où la valeur se crée. Et je suis assez d'accord avec ce que tu dis pour faire le lien avec les données. Ce n'est pas les données l'enjeu pour moi, parce que les données, on va rentrer dans cette économie dite programmatique ou programmable. C'est la fonction de transfert de cette donnée en savoir. Et là, l'automate, je vous garantis, ce n'est pas lui qui fait le travail. Hein. Et entre autres, sur la fusion des savoirs. Parce que l'enjeu, c'est la fusion. Ce n'est pas le fait d'avoir un champ disciplinaire, c'est d'être capable de le fondre avec un autre. Quel enjeu. Et ça transcende bien au-delà des données. Et le dernier sujet, j'essaie de noter, parce que j'avais plus... le capitalisme. Alors là, j'avoue que je vais être sec. Et je me dis que, voilà, effectivement, le consumérisme l'a peut-être en partie intégré. On voit aujourd'hui, on voit poindre, nous, nos clients, ils nous disent, je ne vends plus des produits, je vends des expériences. C'est fabuleux comme mot. D'accord. Alors nous, en plus, on n'emboîte le pas. Hein. Chez Dassault Systèmes, on dit on fait la 3D expérience. Bon, c'est parce qu'on veut s'insérer dans l'affaire. Donc effectivement, l'expérience, en partie, c'est la contribution de chacun autour de ses objets, autour de ses produits. Donc en partie, peut-être qu'elle l'a rattrapé, mais c'est pareil, à nous d'en faire, à nous d'inventer un autre modèle qui permettra de lui donner finalement cette fois ses vraies lettres de noblesse. C'est tout ce que je peux bien dire sur l'affaire.
beaucoup à nos deux intervenants. Claire, je pense qu'on est là dans la limite. Est-ce qu'on peut prendre encore quelques questions? Oui, Claire, tu nous autorises? Gilles Taïb, je suis conseiller du président de l'Imprimerie nationale, une maison qui a quand même 500 ans maintenant, qui a connu les différentes époques de l'imprimerie, les débuts, et qui aujourd'hui se pose des questions sur ses évolutions, qui évolue, qui prend en compte et qui remplit un statut un peu bizarre, parce qu'on a quand même un statut régalien, puisqu'on a quand même une activité régalienne, mais en même temps un statut privé. Et quand même dans l'ensemble des propos qui ont été, je dirais, tous les trois assez bien, point de vue économique, dans la partie financière, je dirais, ce qu'a présenté Patrick, partie philosophique également, partie industrielle, que je peux partager sur un certain nombre d'aspects. Il manque aujourd'hui, je pense, pour continuer, la partie politique du sujet. Parce qu'on change, effectivement, on est en train, on est dans une situation de passation, on est en train, voire même de changer de société et même de changer d'espace culturel. Est-ce que demain, la culture qu'on a, culture française, européenne, va perdurer par rapport au numérique? C'est une question qui, d'une certaine manière, nous dépasse individuellement, mais pour lequel, aujourd'hui, on ne sent pas, en tous les cas, moi, avec les relations qu'on peut avoir au niveau des politiques, et peu importe la couleur politique, on ne sent pas, aujourd'hui, cette prise en compte et cette dimension. Or, si on veut poursuivre et transférer notre savoir à nos enfants, à nos petits-enfants, etc., et l'enrichir, parce que c'est ça finalement l'enjeu, vous l'avez rappelé tout à l'heure, s'il n'y a pas une vision politique derrière cela, je pense qu'on passera à côté. Et on pourra avoir les plus belles paroles, les plus beaux souhaits de développement, on passera sûrement à côté. Donc je pense que là, au niveau de la chaire, il faut qu'on réfléchisse encore à ces sujets-là, l'Imprimerie nationale étant un membre fondateur de la chaire. Je pense qu'on est là et qu'il faut peut-être aussi élargir avec l'ensemble de ces réflexions. Une réponse? Je vais réagir avec, probablement en provoquant un petit peu. Moi, aujourd'hui, je suis frappé d'une chose. Pour reprendre deux mots. Finalement, avant de venir, je me posais la question de où est-ce qu'il y a 20 ans, 30 ans, on aurait pu qualifier de l'économie de la contribution. Et je me disais, les associations, le politique, l'art, etc., finalement, étaient dans cette forme d'économie de la contribution. Et ce qu'on assiste, enfin en tout cas c'est mon observation depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, le politique, lui, il veut être dans l'économie productive. Le politique, il veut être un chef d'entreprise. Il veut décider avec la rationalité, le temps joue contre lui, le temps c'est de l'argent. Et on a les entreprises qui, elles, s'emparent des symboles, s'emparent des visions de société. Google, aujourd'hui, c'est une forme de vision du monde et de la société. Facebook également. Alors évidemment, ils vous la mettent sous cellophane. Hein. Et c'est ça qui est choquant, au fond, parce qu'il y a une interpénétration des mondes, et je ne crois pas que chacun doit aller chercher ce que l'autre a. On doit probablement faire que, effectivement, les mondes s'interpénètrent et que le politique et l'économique peut-être se redéfinissent. En tout cas, c'est ma vision. Moi, ce que je voulais vous répondre sur cette question majeure, bien sûr, c'est que, non, très immédiatement et concrètement parlant, le journal Libération est foncièrement menacé. Il est tout à fait possible que Libération, dans 6 mois, n'existe plus. Ça dépend beaucoup de son actionnaire et tout ça, mais pas du tout gagné que Libération existe encore. Il n'est pas sûr que TF1, même France Télévisions, existent encore dans 5 ou dans 10 ans. Les presses universitaires de France, Gallimard, est-ce que ça va tenir le choc? Pas du tout évident. Et si je parle de cela, c'est parce que ce dont il s'agit avec le numérique, c'est de technologie de publication. Le numérique, c'est d'abord une technologie de constitution d'un nouvel espace public.
Et ce nouvel espace public, il est constitué par une nouvelle technologie de publication. Tout le monde peut publier dans des conditions, mais sur un modèle organisationnel des données, etc., qui correspond aujourd'hui à une vision qui est celle des États-Unis. Et qui donc sert les industries culturelles américaines, les GAFA, etc., etc., en passant, en défiscalisant tout ça, bref, en détruisant un peu tout le modèle sociopolitique et économique européen. Bon. Et par ailleurs, la culture même. Alors, il y a deux façons de réagir à ça. Une façon anti-américaine qui est complètement débile, et une façon européenne, c'est-à-dire de dire, c'est à nous d'inventer une polarité européenne du sujet. Et c'est ça la question. Autrement dit, et là, ça suppose que le monde de la culture sorte de son habitude de dire, nous, la technique, ça ne nous concerne pas. La technologie, l'industrie, ça ne nous concerne pas. C'est archi faux. Ça les a toujours ultra concernés. D'ailleurs, les artistes, ce sont des grands techniciens d'abord. Bon. Mais évidemment, il y a eu une industrialisation. Ça ne prendrait un temps infini d'analyser ça en détail. Mais il y a une certaine irresponsabilité du monde artistique, du monde culturel, du monde académique aussi, dont je fais partie, et du monde politique, par rapport à toutes ces questions-là. Parce qu'il y a une métamorphose qui se produit. Et cette métamorphose, il faut que chacun dans son secteur la qualifie. Et voilà, et qu'on en débatte, et comme tu le disais, en fusionnant les savoirs. Parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est de se rétracter dans son truc, quoi, dans sa petite corporation, en disant, je vais défendre mon petit truc. Et c'est plus d'avance, hein, ça, parce que d'abord, l'État n'a effectivement plus un rond, de toute façon. Mais par ailleurs, c'est pas une question de défendre un petit budget, etc. C'est un monde qui disparaît. Donc c'est pas un petit budget, c'est pas simplement une petite ligne budgétaire qui va disparaître, c'est un monde qui disparaît. Et donc il faut reconstruire le monde, il faut se remettre à faire le monde, quoi. C'est vachement intéressant, d'ailleurs. Voilà. Donc, mais il faut instancier la question au bon niveau, quoi. Pardon. Les rencontres touchent à sa fin. Je voudrais remercier encore à nouveau nos deux intervenants avec leurs très très bonnes interventions. Très bien. Pour ma part, il vous reste à vous donner deux informations. La première qui concerne notre prochaine rencontre qui aura lieu le mardi 28 janvier 2014, donc l'année prochaine, et qui va donc consister à s'interroger dans ce monde en pleine mutation, en pleine métamorphose dont nous venons parler, sur le fait, est-ce qu'il y a ou pas une acceptation sociale massive de la surveillance, si oui ou sinon, voir quelles sont les alternatives possibles à la passivité des usagers. Notamment, nous allons voir comment les usagers, les utilisateurs mettent en place des stratégies pour contourner cette passivité et cette surveillance. Donc, nous inviterons Dominique Cardon, qui est sociologue à Orange Lab, ainsi que Jean-Gabriel Ganassia, qui est professeur à l'université Pierre et Marie Curie. Et pour prolonger notre débat, je vous invite à vous déplacer dans le hall forum autour d'un cocktail. Merci et à bientôt.